Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Paul-sur-Ternoise, une petite ville du nord de la France entre Arras et la Côte d'Opale, et je vais rencontrer deux acteurs engagés de cette ville, Alexandre Ducrot et Karine Descamps, qui vont nous parler de la façon dont ils se sont inspirés de ce nouveau modèle économique pour renforcer l'attractivité de leur territoire. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour Karine, bonjour Alexandre. Bonjour Angélique. Bonjour Angélique et bienvenue à Saint-Paul-sur-Ternoise. On va commencer cet entretien par vous. Qui êtes-vous ? Moi je m'appelle Karine Descamps, j'ai 54 ans. Dans la vie, je co-dirige notre entreprise créée avec Xavier, mon conjoint, en 99. Nous faisons de la maîtrise d'œuvre. Et donc moi je suis Alexandre Ducrot, j'ai bientôt 52 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis notaire à Saint-Paul depuis 15 ans. Quelle est votre histoire à Saint-Paul ? Quelles sont les limites que vous avez observées finalement au niveau de votre territoire pour en arriver à ce modèle économique de la fonctionnalité et de la coopération ? Alors notre histoire, enfin la mienne en tout cas, la nôtre, celle de Xavier, mon mari, et nos enfants, nos 3 enfants. En fait, j'ai envie de dire d'abord qu'on est des amoureux du territoire, on est vraiment nés ici, on est allé au lycée ici, on est parti pour nos études, on a fait nos études à Grenoble. Ensuite, on a commencé à travailler à Paris et puis il y avait vraiment cette volonté de revenir sur le territoire pour vraiment tout l'attachement qu'on lui porte. Et puis aussi pour la qualité de vie qu'on pouvait y avoir, tous ces gens qu'on connaît, etc. Donc vraiment des amoureux du territoire, c'est ça qui nous a motivés à revenir ici et à créer notre entreprise ici. Alors moi c'est un peu paradoxal parce que je suis pas d'ici, je suis néanmoins du Pas-de-Calais et par contre j'ai le même sentiment que Karine, d'ailleurs je ne sais pas bien l'expliquer, je me sens ici chez moi en fait. Et une de mes préoccupations non avouées serait que au moins un de mes enfants reste ici en fait. Voilà. Mais par contre, c'est des attaches qui sont pas très anciennes puisque c'est une quinzaine d'années. Et par contre, là où on se retrouve depuis longtemps, parce qu'on est amis depuis, grosso modo, depuis que je suis arrivé, c'est quand même cette dimension d'affection du territoire qui nous a toujours rapprochés en fait. Avant d'enclencher quelque démarche que ce soit, c'était un ressenti partagé. Alors dans votre expérience, quelles sont les limites ou les problématiques que vous avez pu vivre, que vous avez pu voir finalement au niveau de votre territoire et qui a été un peu, je dirais, à l'origine vers ce nouveau modèle économique de la fonctionnalité de la coopération? Moi, je dirais que par rapport à notre métier, on a toujours eu un sentiment qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites. Donc, on les a mis en pratique nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est revenu sur le territoire, on a acheté une maison qu'on a complètement réhabilitée parce qu'on ne souhaitait pas construire. On disait qu'il y avait tellement de rénovations à faire que c'était dommage. Donc, ça, c'était il y a bientôt 30 ans et on a fait une isolation par l'extérieur, ce qui à l'époque était quand même assez nouveau. L'extension était en bois. C'était il y a 30 ans, quoi. Ma maison, mon habitat. Et ensuite, ici, notre entreprise qu'on a créée donc en 99, on voulait vraiment que ce bâtiment corresponde à nos valeurs. Et vraiment, on a mis tout notre cœur dans ce bâtiment. C'est-à-dire que il a fallu construire, donc on a rendu à la nature ce qu'on lui prenait. On a un toit végétalisé. Ensuite, on a coopéré avec la nature puisque c'est une géothermie, c'est-à-dire qu'elle nous donne de la chaleur l'été qui nous sert à chauffer l'hiver et elle nous donne le froid qu'on stocke pendant l'hiver pour nous rafraîchir pendant l'été. Il y a comme ça plein d'exemples. On voulait vraiment que le bâtiment soit intégré au paysage pour pas dénaturer le paysage. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, j'ai envie de dire, les grandes discussions qu'on avait toujours, Alexandre et moi, depuis qu'on se connaît,
On peut le dire là, c'était vraiment les discussions passionnées, c'était autour de l'habitat, parce que c'était notre terrain commun, professionnel. Voilà, donc ça c'était le point de départ, puis de dire mais on adore notre territoire, il faut faire quelque chose pour le territoire. On a la chance d'habiter à Saint-Paul, on adore notre ville, et qu'est-ce qu'on peut faire, Pour moi, le point d'entrée était un peu différent. En fait, c'était plutôt sur le plan professionnel. En fait, j'avais démarré une démarche RSE en 2014, et dans ces réflexions-là, et puis dans le cadre de la formation à l'EFC, c'était l'importance du territoire par rapport à l'historique de mon étude, en fait, qui a presque 3 siècles d'ancienneté. Donc forcément, la notion territoriale, c'est 3 siècles d'archives, 3 siècles de vécu dans le quotidien des gens, finalement, dans les éléments importants de leur vie. Et donc le point de départ, c'était presque plus de se dire qu'il fallait rendre au territoire ce qu'il nous apportait, en fait. Et en outre, c'était aussi la réflexion qui habite tous les gens qui sont dans les territoires ruraux, qui voient les services publics partir les uns après les autres, et quelque part une tendance inexorable au déclin. Et donc c'était aussi de se dire, on ne peut pas se résoudre à voir que ça décline, il faut peut-être se prendre en main. On va faire justement donc, le lien vers ces grandes fonctions de vie que ce modèle économique de l'EFC vise comme objectif, d'atteindre les objectifs essentiels de vie, que sont s'habiller, s'alimenter, se soigner, se déplacer, se former, travailler et se cultiver. C'est un petit peu ce que tu dis. Quelle est votre expérience finalement en la matière sur votre territoire? Où est-ce que vous en êtes et quels projets vous avez pu mettre en place en résonance avec ces grandes fonctions de vie? Quelques années, on a formé un groupe de personnes, on va dire toutes sensibilisées à l'EFC. Ce groupe, il a fallu donner un nom, on s'est dit on va appeler ça l'Agora du Ternois. C'est juste un groupe informel au départ. On a organisé une conférence sur la thématique de l'EFC. À l'issue de cette conférence, on a proposé aux gens qui étaient intéressés de laisser leur nom. On les a recontactés et on a démarré un petit groupe, je pense avec 6 ou 7 personnes, qui sont venues un peu par curiosité. On a cheminé comme ça pendant 2 ans dans un cadre complètement informel, donc pas de structure juridique derrière. On a essayé de parler de FC avec le moins de concepts possible, parce que c'est des gens qui venaient spontanément. Donc on s'est dit que ils étaient déjà pas nombreux, si on voulait pas les perdre, il fallait pas leur faire peur. Donc on n'a pas fait de conceptuel, ou très peu. Petit à petit, il y a une confiance qui s'est créée. Il y a des coopérations spontanées qui sont nées entre ces différents acteurs. Et là-dessus est arrivé le Covid, et on avait un sujet qui intéressait quelques-uns d'entre nous, qui était le sujet de la monnaie locale. On se disait que dans le cadre de coopération locale, le fait d'avoir une monnaie, ça pourrait peut-être résoudre un certain nombre de problématiques. Ce petit groupe, en fait, s'est mis à travailler sur cette question de la monnaie locale, en lien avec la municipalité. Pour bien comprendre le contexte, il faut se souvenir que notre petit groupe, l'Agora du Ternois, fonctionnait déjà. Puis, il y a 2 ans, au moment des dernières élections municipales, on est venu me demander de faire partie de la liste. C'est difficile de dire non quand on veut vraiment aider son territoire. Et je me suis dit, l'engagement, il faut aller jusqu'au bout de l'engagement et de dire, tout ce qu'on a identifié qui n'allait pas, là c'est l'occasion peut-être de faire bouger les choses. Donc j'ai dit oui parce que c'était apolitique, complètement apolitique, et que je ne fais pas de politique. Et deuxièmement, j'ai dit oui parce que j'avais confiance en la personne qui est venue me chercher.
parce que je savais que c'était quelqu'un dont je partageais les valeurs et qui était quelqu'un d'efficace. Moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime donner de l'énergie, mais j'ai besoin que l'énergie produise quelque chose d'intéressant sur le territoire. J'avais besoin de concret, j'étais sûre que je pouvais en trouver. Donc, il se trouve qu'on a été élus. Puis là est arrivée la crise sanitaire. Et moi, je dis merci la crise sanitaire, parce que grâce au Covid-19, il y a eu vraiment, on a pris un énorme virage à ce moment-là, puisque l'idée, c'était de dire les commerces qui ont été fermés, ça ne va pas aller pour eux. Il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, le maire, donc Benoît Demagny, est allé voir les industriels. On a la chance d'avoir on a la chance d'être un gros village en fait, où tout le monde se connaît. Benoît Demagny, qui est un ancien dirigeant d'une entreprise importante de Saint-Paul, donc il a la connaissance du tissu industriel, il a la confiance des acteurs économiques surtout. Il est allé les voir en disant il faut absolument faire quelque chose pour ces petits commerces, parce que s'ils crèvent, ça va pas aller, c'est le déclin complet de la ville. Donc c'est la solidarité, la coopération, les gros ils vont aider les petits. L'idée au départ, c'était de collecter de l'argent puis de faire un projet, alors peut-être leur donner de l'argent. Et c'est là où on s'est saisi du sujet. Donc moi, je faisais un peu le relais en disant on va aller plus loin, quoi. Faut construire quelque chose de beaucoup plus vertueux autour de ça. On pourrait très bien donc générer du pouvoir économique auprès des populations en même temps. Associer tout le monde en même temps. Et donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises nous ont donné des fonds, donc 50 000 €, c'est pas rien, jamais on pensait collecter autant. Le deal, c'était chaque fois qu'ils mettent 1 €, la mairie met 1 €. Donc je trouve que c'était vraiment gagnant-gagnant. Et donc, à partir de là, on a édité des billets de 5 € qu'on a appelés les Polo, en référence vraiment à l'histoire de la ville, puisque on peut appeler les habitants les polopolitains, donc les Polo, vraiment la monnaie des habitants du territoire. On a pris un plaisir fou, on s'est mis à bosser toutes les semaines. Une matinée toutes les semaines une dizaine de personnes en fait. Pour motiver par l'idée de créer cette monnaie locale. Bon, on s'est heurté à un cadre juridique qui fait qu'on s'est dit allez, on va plutôt faire un bon cadeau, mais qui aura tout l'aspect d'un billet de 5 Polo. On ne voulait pas se planter sur la monnaie locale. On voulait que. On va accoutumer les gens. Voilà, on va accoutumer les gens à cette monnaie, il faut qu'ils se l'approprient. Et puis, ça c'est une opération ponctuelle, on a envie de la ressortir un peu plus tard. Et donc on a posé toutes les bases en fait pour qu'elle existe. Et puis après on s'est dit, bah ouais, mais si ça marche, comment on l'injecte? Donc comment on l'injecte? On l'a vendu, c'est-à-dire qu'on vendait 5 € que les gens achetaient 2,50 €. Bon, au début on s'est dit, ouais, mais s'ils ne viennent pas acheter la monnaie locale donc comment on fait? Alors l'un dans le groupe a dit c'est simple, en fait faut amorcer, on va distribuer à tous les habitants du territoire, donc de Saint-Paul-sur-Ternoise, tous les habitants du territoire, on va leur distribuer, donc porte à porte. On est allé les membres de l'Agora, des élus, porte à porte, opération distribution dans les boîtes aux lettres. On avait distribué 10 €, je pense, à chaque habitant, 10 € chaque habitant, en leur expliquant, voilà, on vous donne 10 €. Vous pouvez aller les dépenser et puis à partir de lundi, vous allez pouvoir en acheter. Donc dans la limite de 50 €, vous payez 25, vous ressortez avec 50. Donc voilà, en se disant s'ils ne viennent pas, on a tout foutu par terre. Ça a été une grosse décision, tous ces choix-là, ça paraît simple quand on le dit, mais ça a été beaucoup de travail de dire comment on fait. Et ensuite, on a vendu comme ça, mais alors ça a été très vite, ça a duré 10 jours, mais il a fallu vraiment monter le mécanisme où on les met en vente. On a choisi l'office du tourisme en se disant les habitants ils vont jamais à leur office du tourisme. On va les envoyer pour leur montrer la richesse de leur territoire. Donc il y a eu comme ça des centaines de personnes qui sont venues acheter des bons. Alors la beauté de la chose, c'était que on avait réussi à convaincre tout le monde
il fallait pas se limiter, surtout pas se limiter à Saint-Paul-sur-Ternoise. Ces bons, ils étaient accessibles à tous. C'est-à-dire que quelqu'un qui habitait à Arras pouvait venir à Saint-Paul, acheter les Polo pour les dépenser à Saint-Paul, en disant que de toute façon, ça bénéficiait au commerce local. Donc, on a vendu comme ça 30 000, on a imprimé 30 000 bons. Une partie qu'on a distribuée dans les boîtes aux lettres, enfin qu'on a remis à chaque habitant, une partie qu'on a vendue à 50% de sa valeur, et puis comme on n'aime pas les déchets, comme c'est un papier très spécial qui coûtait cher, imprimé localement aussi et tout à fait sécurisé puisqu'on ne pouvait pas les déchirer, on ne pouvait pas les photocopier, enfin voilà, et on s'est dit il reste des bons, ceux-là on va aller les vendre à 100% aux entreprises locales en disant allez, on va plus loin, cadeau de Noël à vos enfants, à vos salariés si vous le souhaitez, est-ce que vous accepteriez d'acheter des bons à 100% de la valeur? Voilà, ça vient encore aider le commerce local. Et enfin, on a donc comme ça vendu tous ces bons. Donc l'impact sur les territoires, je suis en train de calculer, on a imprimé 30 000 bons, ça veut dire à 5 euros, 150 000 euros d'injectés. Mais on ne rendait pas la monnaie, donc l'effet il est encore plus vaste, l'effet immédiat, c'est-à-dire voilà, j'en prends 2, donc, et ça on ne sait pas le mesurer. Et puis après, il y a les effets indirects. Les effets qui sont allés indirects dans un commerce et qui du coup ont acheté d'autres choses alors qu'ils ne connaissaient pas. Alors voilà, il y a toute cette dimension aussi des commerçants qui ont dit on a vu des clients qu'on n'avait jamais vus, des citoyens qui ont dit finalement on a quand même des super commerces locaux qu'on ne connaissait pas. Et donc il y a tout un tas d'effets indirects au-delà de la dimension financière qui étaient intéressantes. Et puis aussi dans les aspects de coopération, il y a eu l'Office du tourisme, donc aussi avec la permanente de l'Office du tourisme. Et puis toute la partie suivi comptable, c'est la trésorerie qui l'a pris en charge. Donc on a réussi à faire une coopération avec des industriels, des commerçants, des citoyens, des services publics. Et tout ça, finalement, alors ça demandait beaucoup de travail, mais ça a super bien marché, en fait. Il a fallu, parce que comment ça fonctionne, pour monter tout le dispositif, il a quand même fallu associer tous les commerçants. Donc on a réuni les commerçants, on leur a expliqué le projet, on leur a proposé d'adhérer au dispositif. C'était sur leur libre décision. Ils voulaient pas. Ceux qui voulaient, ils avaient un sticker Polo qui indiquait qu'ils accepteraient les Polo. Bon, on a eu quasiment tous les commerçants. On peut dire aussi le sens, parce que on est absolument convaincu que cette monnaie locale, elle contribue à la construction du territoire et qu'on a besoin de cultiver ce sentiment d'appartenance. Ouais. Et donc c'est le visuel, c'est un artiste local qui s'appelle Domé qui nous l'a offert et qui est les Pères Lajoie. Les Pères Lajoie, c'est vraiment l'histoire ancienne de Saint-Paul, les meuniers de Saint-Paul, dont la devise est joie et bienfaisance. Et on trouvait que ça collait vraiment bien à l'opération parce qu'on a pris beaucoup de joie et on a fait du bien. Donc impact économique, construction du territoire, développement des liens entre tous. Puis vraiment un sentiment, on a été surpris par l'appropriation que s'en sont fait les gens en fait. Ça a tombé, alors peut-être c'était les circonstances aussi, qui ont fait que on n'avait même pas fini le tour des boîtes aux lettres, que les gens revenaient déjà à l'Office du tourisme pour savoir comment ça marchait. Donc il y a eu on avait peur que les gens, ça parte dans les poubelles, les prospectus de la boîte à lettres, et en fait non, ça... Alors sans doute pour plein de raisons, les circonstances, peut-être aussi les circonstances générales qui font qu'on est content de retrouver du sens dans l'achat qu'on fait, le visuel qui était local, le nom qui a plu aussi, mais c'est toutes des choses qu'on a énormément travaillé aussi pendant 3-4 mois, quoi. Et donc on a été surpris par le goût qu'il y avait de se saisir de cette monnaie, par le plaisir en fait. Et donc je dirais que la difficulté là, on le voit bien, c'est de réussir à réunir à la fois la collectivité et les citoyens et les acteurs économiques. Et donc ça a été une réussite absolument parfaite. Donc ça c'est vraiment innovant. Parce qu'il faut créer la confiance. En fait, quand vous associez la municipalité, les élus, en général, ils sont élus avec 50% et quelques. Donc il y a 40 et quelques pourcents de gens qui regardent ça un petit peu avec suspicion. Les personnes publiques sont aussi dans des cadres réglementaires extrêmement précis. Donc
Quand on est allé exposer ça à la trésorerie, ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Mais on a vu tout de suite que les personnes qui l'ont reçu, ça faisait sens pour elles. Donc on est sorti de la réunion en se disant que s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous, ils le feraient. Ils l'ont fait, ça a dû leur demander énormément de travail. Ce qui est commerçant, c'est pareil, on n'est pas passé par les structures traditionnelles de représentation, on a plutôt été chercher les individus, avec certains qui étaient très méfiants au début, alors qu'on ne voyait pas du tout, ils avaient strictement rien à perdre, ils n'avaient qu'à gagner, mais bon, il a fallu créer de la confiance avec eux. Et puis les citoyens, c'était pareil, hein, quand on a fait nos démarches de porte-à-porte, etc., bon, on n'a pas toujours eu un accueil spontané, enfin, il y a aussi la peur toujours de rentrer dans quelque chose de commercial, etc. Donc, tout ça, ça n'a été possible que dans le cadre des mesures mises en place par la région pour aider aux problèmes provoqués par la crise sanitaire. Et donc notamment, dans notre cas, c'est la délégation exceptionnelle de compétences économiques. C'est-à-dire que en temps normal, la municipalité n'aurait jamais eu le droit de mettre en place ce qu'il a été possible de mettre en place et qui nous a permis de faire les polo-polo. C'est vraiment important de le souligner. Et donc, tout de suite, nous, on a envie de dire, il faut absolument que la région entende ce message du terrain, depuis le terrain, depuis les municipalités, de permettre ces initiatives qui finalement, on le voit bien, ont redynamisé complètement. Donc, on n'en est pas resté là parce que finalement, dans l'histoire, on a pu aider les commerces qui rouvraient. Voilà, mais il y a quand même eu toute une catégorie de commerce qui n'a pas pu rouvrir, c'était les propriétaires des bars et restaurants. Donc on s'est dit, il nous reste de l'argent, puisque la cagnotte était énorme, grâce à nos acteurs économiques qui avaient donné généreusement. Il nous restait de l'argent, on a dit il faut qu'on invente quelque chose d'autre pour nos amis des bars et restaurants. Surtout qu'on est en plus extrêmement convaincus que c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de partage, ils sont essentiels. Voilà. Pour la ville. Donc on s'est dit comment faire. Finalement, si on veut les aider, alors encore une fois, le but c'est pas de leur donner un chèque, on s'est dit le but c'est d'essayer d'envoyer animer la ville pour envoyer des gens dans leurs établissements. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, de quoi on a envie en fait? Qu'est-ce qui peut nous attirer dans une ville? Et on s'est dit, quand même, s'il y avait quelque chose qui se passait le vendredi soir, on a tous envie de relâcher. Si on pouvait créer un événement sympa. Ça donne envie ensuite d'aller. Voilà. Et puis après, on va au resto ou on va prendre un verre. Et donc, on a inventé les Polofolies en référence aux Francofolies de La Rochelle. C'était donc un événement qui commençait à 17h. Tous les vendredis, ça a débuté mi-juin, ça a duré jusqu'à mi-septembre, donc tous les vendredis de mi-juin à mi-septembre, dans le square, parce qu'on se disait, mais on a besoin de se reconnecter à la nature, il nous faut de la verdure. L'association aussi, ils avaient beaucoup souffert, donc on a eu le club d'échecs qui est venu faire une démonstration, on a eu des ateliers de dessin, on a eu un artiste peintre, notre fameux Domé, qu'on a convié et lui il a créé un arc-en-ciel avec les enfants, donc les petits enfants ils peignaient des petits panneaux de bois que Domé assemblait ensuite sur un câble et ça pendait, ils étaient reliés entre eux, donc les enfants de semaine en semaine ils voyaient leur œuvre d'art se construire. En deuxième partie, on a eu toutes sortes de musique, on a eu du théâtre. Et donc, ça a duré comme ça tout l'été. Puis on s'est dit, c'est bien de faire de l'animation, mais il faut quand même quelque chose pour que ce soit sympa, c'est une buvette. Mais on s'est dit, on va pas créer un bar concurrentiel de nos amis qu'on veut aider. Donc en fait, on est allé à leur rencontre. On leur avait exposé le projet, mais pour leur dire, ça serait chouette, c'est que ce soit vous, à tour de rôle, vous coopériez ensemble pour tenir la buvette. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc finalement, les Polofolies, ça a été cette fois une coopération entre, encore une fois, la municipalité, l'Agora, puisque pour payer toutes ces animations, on a aussi sollicité la municipalité, qui est venue compléter, parce que pour que le programme soit complet, il manquait un petit peu d'argent, et la municipalité, tout de suite, elle a accepté de soutenir l'initiative. Des membres de l'Agora qui sont engagés plus,
qui se sont engagés plus. 2-3 artisans parce que tout ça, ça fatigue et que Ouais. il y avait quand même un peu de phénomène de fatigue par rapport à l'histoire des polo-polo. Faut se souvenir qu'on s'est tout tapé, hein, le pass sanitaire à la fin, mais avant ça c'était la jauge, avant ça on n'avait pas le droit de se réunir. Comment on fait pour créer quand même l'événement alors qu'il y avait un tel besoin en post-confinement de se retrouver, de créer du lien. Et c'est merveilleux de voir que ça a fonctionné. On n'imagine pas la quantité de réglages qu'il a fallu faire et de nécessité de coopération. C'est énorme, mais ça s'est toujours très bien passé. En fait. Ouais. Et c'est un miracle. Là aussi, en fait, que ce soit des gens des services techniques, des gens d'associations, etc., tout le monde fonctionnait dans un objectif commun sans que chacun reste sur son précaré. Et ça a créé beaucoup de liens. Donc il y a des gens qui sont venus chaque semaine pendant 3 mois. C'était incroyable. À la fin, on se reconnaissait, bonjour. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu ce côté social qui était vraiment extraordinaire. C'est que entre les enfants en première partie et les adultes après, dans les adultes, on a vu des gens qu'on voyait plus sortir, des gens qui vont pas forcément dans un café, par exemple. Qui se voyaient de semaine en semaine, des familles qui se retrouvaient, des amis et tout ça, le rendez-vous. faisait une espèce de petite population régulière avec des nouveaux qui arrivaient et voilà, ça faisait vraiment ambiance village, quoi. Et on estime, même si on n'a pas de chiffre précis, que environ 5000 personnes qui ont fréquenté le... 5000 personnes, donc c'est quand même assez considérable aussi en termes de volume. On a une ville de 5000 habitants. Puis des conditions météo qui n'ont pas toujours été faciles en plus. Et donc c'est comme les polo-polo, en fait, ça a suscité quelque chose de fort en fait. Et je me souviens que nos premières discussions d'ailleurs étaient plutôt des discussions de sécurité en fait, qui étaient des discussions avec la gendarmerie, etc. Parce qu'on disait une buvette dans un espace public, qu'il va y avoir des débordements, etc. Et il n'y a pas eu l'ombre du commencement, du moindre problème. C'était vraiment aucun problème, c'était familial. Extrêmement familial. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute par rapport à ça. Alors que c'était quand même un très gros sujet de préoccupation. Il a fallu lutter pour la gendarmerie, la municipalité, etc. Tout le monde était très inquiet. En plus avec le contexte de crise sanitaire, les interdictions de rassemblement, etc. Donc c'était d'autant plus prégnant. Et en fait, il n'y a rien eu de tout ça. Ça a été une manifestation. On n'a fait quasiment aucune communication. Et ça a fonctionné tout seul. Je pense parce que simplement, ça répondait aux besoins de se retrouver. Voilà, une attente finalement assez normale. Un besoin profond de lien. D'abord, je pense de lien. Et puis de culture, elle est venue en même temps, mais de liens, ça c'était énorme. Après, l'originalité aussi à relever, c'est on a entraîné quand même, la buvette, ça a été proposé à tous les propriétaires des bars et restaurants, ils n'ont pas tous souhaité participer, ils ont tous été d'accord, ils ont tous soutenu le projet, ils n'ont pas tous été d'accord pour tenir, parce qu'il faut quand même mesurer qu'on leur demandait d'être de 5h à 20h30. Je sais bien que c'est à tour de rôle, mais ils ne sont pas dans leur établissement pendant ce temps-là, donc c'est magnifique de voir ça. On leur avait vendu le concept au départ de dire tout l'argent qui est généré, on vous propose de nous le remettre, donc vous voyez le niveau de confiance, de nous le remettre, mais c'est le vôtre, c'est-à-dire qu'à vous d'inventer. Ils étaient 8, entre vous 8, de quelle façon vous aimeriez le réinjecter, puis on va essayer, plutôt que de dire en coupant 8, de recréer quelque chose qui continue de contribue au développement de leur activité et donc des interactions sociales. Et d'ailleurs, ils ont fait remarquer que ça avait été aussi un événement qui leur avait permis de se connaître, de travailler ensemble. Et ce qui n'est pas le principe de base pour des concurrents en fait. Et ils en sortent hyper contents, quoi. Oui, ça rend heureux en fait de coopérer, ça donne du sens et on l'a vraiment mesuré chez eux parce qu'ils vivent un peu dans l'isolement et ils nous ont vraiment dit que ça leur avait fait du bien. Et ça contribue à construire encore une fois les liens entre les habitants. C'est c'est ça. En plus le fait que ça démarre polo comme les polo-polo.
Petit à petit, je pense que les gens commencent à se faire une représentation un petit peu de ce qu'on essaye de construire, sans bien savoir ce qu'il y a derrière, mais de se dire que si demain l'Agora propose d'autres choses, bon, il y a déjà deux réussites, donc ce sera plus facile. Et puis il y a des contacts qui se sont noués. On voit que finalement on peut travailler ensemble en étant d'horizons très très différents, qu'il y a quelque chose qui nous rassemble. Et donc je pense que ces habitudes-là de coopération, elles seront très utiles pour les prochains projets en fait. Le constat en tout cas qu'on fait, c'est que le fait pour moi d'être devenue adjointe à l'innovation, et le titre en plus c'est formidable, c'est qu'on l'a validé ensemble en fait au sein de l'équipe municipale. Moi je vois le levier que ça apporte en fait d'être adjointe. On a plus de poids pour proposer les projets. Je pense qu'il y a plus de confiance aussi. Ça nous permet d'aller vraiment, vraiment plus loin, quoi. Quand on est allé voir la trésorerie pour les polo-polo, je pense qu'on a plus de crédit que quand on est l'Agora tout seul, en fait, clairement. Oui, c'est évident. Donc, c'est essentiel finalement. Emmener la collectivité, c'est essentiel. On a besoin des collectivités et aussi, je suis persuadée que le changement, il vient du bas, quoi, en fait. C'est vraiment quand les citoyens inventent des projets et que la collectivité, elle les entend, elle les écoute, elle les soutient. Et il faut vaincre ses peurs parce qu'on l'a dit il y a 2 minutes, quand on a proposé ça. D'aller faire un truc dans le square qui allait faire du bruit avec une buvette, alors outre le cadre légal qui est essentiel, mais en plus ça fait peur, quoi. Ça fait peur, donc pour vaincre les peurs, je trouve que là il y a quand même un déclic à avoir qui n'est pas évident. Et les peurs, elles sont aussi à un autre niveau par rapport à la collectivité, c'est aussi, et c'est ça peut-être que l'Agora permet, c'est que c'est un espace de coopération, c'est-à-dire que si c'est la municipalité qui propose, c'est ce que je disais tout à l'heure, forcément il y a une partie de la population qui ne va pas être réceptive. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans une logique de coopération à part égale en fait. C'est-à-dire que même dans les acteurs en fait. de l'Agora, il y a des gens qui ont sans doute pas voté pour la municipalité actuelle, et aujourd'hui on arrive à faire travailler tout le monde ensemble, sans que ce sujet qui est quand même très fort dans nos territoires ruraux, les enjeux de politique locale, ils sont quand même très forts parce que les gens on les connaît, etc. C'est plus un problème en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que la mairie a su aussi trouver sa place, s'est mis dans une posture quand même dans une posture de coopération, c'est-à-dire j'amène ce que je peux amener, j'ai le minimum d'exigence en retour, et puis je fais pas non plus une utilisation aussi de ce qui est fait par d'autres, parce que sinon la confiance des autres acteurs, on la perd. Donc c'est un subtil réglage quand même, pour que personne ait le sentiment qu'il s'est investi, il s'est engagé, et qu'à un moment donné il est récupéré par un tel. Alors, ça peut être des structures politiques, mais ça peut être aussi des structures associatives. Enfin, les enjeux de pouvoir, ils sont partout. Et donc il faut toujours que l'objectif soit partagé et que personne ne tire la couverture à soi. Donc à la fois, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, ta place au sein de la commune, finalement, en tant qu'élu, est essentielle dans, en tout cas, l'avancée de ces projets et de leur mise en œuvre, mais aussi que l'Agora dépolitise, par sa place un peu dépolitisée, permet finalement de réunir les gens du territoire, les acteurs, sans justement être dans ces enjeux de collectivité, de pouvoir, donc de recréer d'étiquette en fait. Finalement. C'est l'Agora, c'est la place publique, donc chacun vient avec ce qu'il a amené, et effectivement aujourd'hui ces enjeux-là sont complètement disparus, quoi. Mais ça suppose qu'il y ait de la confiance, et la confiance ça se travaille, c'est-à-dire que par exemple, quand on a démarré sur les polo-polo, ceux qui avaient ce rêve de monnaie locale, quand on a parlé de la mairie, ils ont eu tout de suite un petit geste de recul. Il a fallu que le maire montre qu'il était prêt à jouer le jeu, qu'il n'y aurait pas de récupération politique. Et donc, c'est un travail, ça se construit, quoi. On va parler
de ce projet de maison intergénérationnelle dont vous m'avez parlé. Projet qui suscite aussi une forme de coopération et d'accueil positif, à la fois en interne. Voilà, alors c'est un projet, on est vraiment tout au début, et c'est quelque chose que Karine et moi on a dans le cœur depuis très longtemps. Voilà, qui serait d'arriver à créer un espace où on associe toutes les populations, y compris les plus fragiles, et que justement la fragilité soit plus une étiquette collée sur le front, qu'on n'ait pas une maison avec des personnes âgées ou des personnes handicapées, bref, ce soit vraiment quelque chose qui mixe les générations, les situations sociales, enfin bref, un lieu de vie finalement dans lequel tout le monde trouve sa place. La première pierre, on l'a posée samedi, en fait, donc avec un échange avec une association qui justement est sur le sujet de l'inclusion et a déjà une expérience sur des constructions de bâtiments, que ce soit destiné à des habitants du territoire, que si possible ce soit construit par des entreprises locales, enfin bref, qu'on arrive à générer le maximum d'impact local, quoi. Moi j'ai envie de dire en fait toujours ce qui nous animait dans nos discussions, c'est vraiment d'inventer le lieu où on aimerait vivre, parce que trop souvent c'est toujours amené à des histoires d'argent et on en oublie la fonction, et donc c'est vraiment tellement important, et nos métiers nous permettent d'agir justement pour pourquoi pas nous habiter là plus tard. Aujourd'hui, on a la cinquantaine, demain on aura 80, on connaît des gens qui ont 80 qui vivent pas comme ils aimeraient vivre probablement, on a des mamans qui ont besoin de personnes pour faire les devoirs, ou un petit coup de main, ou une garde pendant 1 heure, tout ça c'est compatible, et on se dit il suffit finalement de rassembler tout ce petit monde, et ça serait génial pour tout le monde. Et c'est possible, il suffit juste de bien définir les besoins, les penser, les proposer, et on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Et après, il faut travailler. C'est-à-dire pareil, alors mais c'est vrai que les 2 expériences précédentes, donc il y a des habitudes de coopération qui se sont créées, donc ça c'est un point fort sur lequel on pourra s'appuyer. Nous, on tire aussi quelques enseignements méthodologiques aussi. Petit à petit, on pourra peut-être un jour écrire une espèce de processus. Et puis après, outre le fait d'y vivre, il y a le fait d'y travailler. On voit quand même qu'il y a des enjeux dans notre société aujourd'hui sur les aidants, les gens qui travaillent dans des structures type EHPAD et autres. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance au travail. Donc voilà, ça répond sans doute à une problématique de société. Ça répond aussi à une problématique d'attractivité, parce que le fait de se dire qu'on pourra bien vieillir, par exemple, dans une ville comme Saint-Paul, ce sera sûrement un argument aussi pour des familles, voilà, pour garder du monde. Et avoir un impact aussi sur l'économie locale, quoi, hein. C'est-à-dire que il faut la construire, cette maison, et puis il faudra la faire vivre. Il y aura forcément des services à proposer. Et donc, plutôt que de confier notre destin, là aussi, et sans que ce soit un reproche à une structure spécialisée, un bailleur social ou une structure spécialisée dans le handicap ou dans le grand âge, etc., de se dire on va essayer avec les gens qui sont directement concernés de créer ce dont on a besoin pour nous-mêmes, en fait. Voilà. Et en essayant d'intégrer le maximum d'enjeux sociaux, environnementaux et puis de vie locale, quoi. Alors justement, cette maison intergénérationnelle, vous parlez de ce qui va se passer comme impact finalement pour le territoire. Est-ce que, Alexandre, tu peux en parler aussi finalement dans la mobilisation de tes collaborateurs, de ton équipe? Tu m'en as parlé et tu m'as dit aussi que ce projet finalement, il mobilisait autrement. Voilà, alors là c'est pareil, on est vraiment au tout début, mais c'est vrai que amener le FC à l'intérieur de l'étude, au-delà de mon engagement personnel, c'est pas évident, parce que ça fait appel quand même à des dimensions très personnelles, et après tout les collaborateurs n'ont pas forcément envie de partager nos convictions. Je me disais que c'était pour le coup le moyen de les associer vraiment, donc je leur ai posé la question, voir si ça les intéressait
d'être associé dès la jeunesse de ce projet. Le fait d'être rassuré sur le fait que c'était dans le travail, ça a levé quelque part un problème. Et puis par contre derrière, le fait de se dire que ça pouvait mobiliser d'autres compétences qu'on utilise tous les jours mais qui ne sont pas forcément identifiées parce qu'on ramène tout à l'acte sur le modèle industriel. Mais un clerc de notaire, c'est quelqu'un qui a intégré des dimensions de psychologie, d'écoute active, de gestion des conflits, des tas de dimensions immatérielles qui sont jamais valorisées, qui n'apparaissent pas dans les fiches de poste. De voir le processus dans sa globalité et puis de voir l'impact que ça peut avoir à titre personnel. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une collaboratrice qui m'a dit que ça pouvait, avec beaucoup d'émotion, que ça pouvait concerner son père, par exemple, qui est dans une situation où il ne peut plus vraiment rester chez lui et où en même temps, elle ne le voit pas d'un bon œil basculer dans un EHPAD parce qu'il est trop jeune et qu'elle pense qu'il va mal le vivre. Qui m'a dit également que ce serait bien que dans cette maison, il y ait quelques places pour des femmes battues qui quittent leur domicile et qui n'ont pas de point de chute. Parce que sans doute cette thématique lui est, fait écho chez elle. Il fallait essayer de coopérer avec les autres professionnels, les partenaires habituels de mon métier, qui sont les banques, les experts comptables, les avocats, etc. Et très vite, on se heurtait à une limite qui était que finalement, ces partenaires sont aussi potentiellement des concurrents et que donc finalement, personne n'est prêt à lâcher quoi que ce soit de peur qu'on vienne un petit peu empiéter sur son territoire. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas d'espoir de ce côté-là. Et par contre, ce qui a suscité de l'espoir, c'était plus de dire finalement la personne la mieux à même de coopérer avec nous, c'est nos clients en fait. Donc, c'est-à-dire d'avoir une démarche qui va plus, qui est de sortir un peu du cadre du métier pour essayer d'avoir une interaction avec le client. Et donc le client, il est sur le territoire. Voilà, donc le client, le territoire, c'est un peu la même chose en fait. Je suis dans un métier où finalement on est susceptible d'interagir avec tous les acteurs, soit privés, publics, dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel. Puis après, par la suite, il s'est avéré qu'il y avait aussi des enjeux de coopération interne. Donc ça, c'est un deuxième pont qu'on a développé par la suite. Alors, ton étude, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir du mal à se dire ce nouveau modèle économique de l'EFC, comment un notaire finalement s'en empare et comment finalement ce nouveau modèle permet finalement une pérennité Finalement, nous, on a un mode de fonctionnement très industriel en fait, c'est-à-dire qu'un notaire, ça produit des actes. Donc c'est un processus très cadré. En fait, il y a un client qui prend un rendez-vous, il y a un rendez-vous avec un notaire qui ensuite donne un dossier à un clerc, qui revoit le client ensuite pour signer un acte, et puis après l'acte, il y a des formalités postérieures, etc. Donc c'est très industriel, et puis forcément, le but c'est de faire plus d'actes pour essayer de maximiser le chiffre d'affaires, grosso modo, et donc le profit. Finalement, le fait qu'on rend un service public, et donc il y a des contraintes du service public, c'est-à-dire l'obligation de recevoir tous les actes, y compris ceux qui sont pas très profitables. Le fait qu'on ait un tarif réglementé qui est le même sur tout le territoire, le fait qu'on n'ait pas la liberté de s'installer n'importe où, etc. Donc c'est quand même assez contraignant. Là tu parles de limite, quelque c'est part. les deux. C'est les deux. C'est l'essence de ce métier, parce que c'est l'État qui nous donne une petite partie de son pouvoir. Donc il y a la contrepartie et les contraintes, effectivement. Et puis en même temps, c'est ce qu'on a envie de préserver, parce que c'est un métier aussi où le sens est important, pour moi comme pour les gens qui travaillent avec moi. Et donc c'est un chemin très long, très ardu, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, aujourd'hui, on commence à voir un petit peu notamment dans la relation de travail, parce qu'on est dans un métier où aujourd'hui il y a pas mal de sujets liés aux risques psychosociaux. Et donc il y a cette clé d'entrée au titre de la coopération qui est quand même un enjeu de santé au travail. Donc il y a à la fois la coopération en externe et la coopération en interne, avec finalement des clients qui sont de plus en plus difficiles à gérer, parce qu'eux-mêmes sont sans doute dans des problématiques de plus en plus complexes. Et donc petit à petit, c'est d'arriver à peut-être que chacun puisse se redevenir lui-même dans son travail, et donc interagir d'autant mieux avec des clients qui, eux, ont souvent des problématiques qui touchent des enjeux personnels, des enjeux de famille, des enjeux d'habitat, des enjeux de travail, etc. Donc c'est petit à petit de tendre vers quelque chose qui fasse qu'on soit mieux dans son travail, que ce soit moins contraignant,
et que du coup, étant individuellement mieux dans son travail, on soit d'autant plus à même d'interagir sur des sujets qui demandent beaucoup d'écoute, beaucoup, parfois de la compassion, parfois de la patience, etc. Donc sur des choses qui sont très personnelles, très immatérielles, et qui sont extrêmement prégnantes dans notre métier. On se rend compte que dans la clientèle aujourd'hui, parce qu'on est en milieu rural, parce que moi je vis aussi, je travaille et je vis sur mon territoire, donc il y a une relation souvent personnelle, que ce soit pour les collaboratrices ou pour moi-même, ce qui n'est pas forcément le cas dans des études qui sont plus en centre-ville, où le notaire n'habite pas sur place, où ce contact en dehors de l'étude, il se fait moins. Voilà. On sent que c'est important, effectivement. Au point de départ, c'était une des raisons qui ont fait que je suis venu m'installer en milieu rural, c'est que justement j'avais envie d'avoir cette interaction-là, un petit peu parce que ça l'illustre bien, un peu comme un médecin de campagne en fait. Voilà. Moi, je trouvais que c'était plutôt quelque chose d'heureux et de bénéfique pour le travail, alors que le modèle d'aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir le client le plus loin possible, parce qu'il est potentiellement quand même aussi très... le client peut être aussi quelqu'un qui nous envahit et qui nous crée aussi une forme de souffrance. Ce que je vois d'intéressant dans ce projet futur, c'est justement, là où jusqu'à présent l'EFC c'était beaucoup moins, c'est que ça devienne le sujet de l'entreprise dans sa globalité. Et donc j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Ça va plus loin qu'une démarche RSE classique où on se dit on va faire des opérations avec des enjeux sociétaux, etc. Alors bon, on fait le don du sang, on fait des trucs comme ça, mais quelque part ça va pas très loin. Là on arrive finalement à concilier le travail et le fait d'être soi-même dans son travail. Donc voilà, j'espère que ce projet va aller au bout, parce que et puis professionnellement, je pense que aussi le fait de créer des coopérations avec d'autres, j'imagine qu'un jour on puisse travailler avec Karine, avec ses salariés, etc. C'est aussi un facteur d'enrichissement, et pour les collaborateurs, c'est aussi une ouverture sur d'autres univers, et donc c'est aussi sortir de la logique industrielle de son métier, en fait, arriver à une logique beaucoup plus transversale, en fait. On voit que finalement, tu peux mettre en capacité tes collaborateurs dans des projets en Tout à fait. Et là, ça recrée du sens. Parce qu'on a des compétences en fait là-dedans. Pour tes collaborateurs, voilà. Pour ton étude. Et finalement, ça contribue à pérenniser ton activité en interne, et forcément celle du territoire. Je reviens dessus. Mais donc ça permet on revient. Et je pense que pour Karine, c'est pareil, parce que c'est la dimension construction, elle va être très importante. En tant qu'élu, la dimension aussi des problématiques d'urbanisme, etc., va être très importante. Donc là, pour le coup, on revient aussi beaucoup sur notre sphère professionnelle. Un dernier rêve, pas un dernier. Pas un dernier. Un autre rêve. Notre rêve autre serait de créer une ferme. Bien s'alimenter, ça nous tient à cœur. Et à côté de ça, il y a une dimension très sociale, de recréer du lien à travers faire pousser. Et aussi cuisiner ensemble. Donc je suis sûre que là, il y a aussi quelque chose à trouver qui a beaucoup de sens, à la fois pour les personnes qui seraient en action, et puis à la fois les personnes qui mangeraient par exemple de la permaculture bio pour alimenter les cantines et les établissements de la ville, puisque ici on a la chance d'avoir encore une cantine où les repas sont préparés sur la commune. Sur place. Donc on est persuadé, puis il y a peut-être quelque chose à faire avec notre maison intergénérationnelle, où on pourrait aussi préparer les repas, créer des emplois pour justement... Et si en plus on arrive à emmener, on est dans un tissu agricole finalement très industriel ici, on a quand même aussi des grosses entreprises d'agroalimentaire, et donc si en plus on arrive à faire réaliser ce projet-là sans donner le sentiment que c'est contre le modèle existant, mais que ça peut servir aussi... avec. Voilà, que ça peut servir aussi, sans être dans un quelconque jugement, etc., à emmener aussi des acteurs qui sont sur des schémas plus traditionnels, ce serait assez fabuleux. Voilà. Ça va être complexe, mais c'est sûrement avec la même méthodologie, en fait, finalement de ne pas passer par les canaux traditionnels, et juste avec les individus les plus engagés, de démarrer quelque chose,
de permettre à ceux qui sont très loin au départ de venir avec ce qu'ils ont envie de donner, ou même par simple curiosité en fait. La ferme, dans des territoires comme le nôtre, à l'origine, c'était vraiment un lieu de vie. C'était le cœur, bah ouais. Ça emmenait beaucoup de manœuvres, ça permettait à des familles aussi, ça mélangeait les générations. En général, vous pouviez avoir 2 ou 3 générations qui vivaient sur une même ferme. Et les fermes sont devenues beaucoup des endroits où on ne va plus, parce que même les agriculteurs aujourd'hui se sentent un peu mis sur la sellette par la société. Et donc ils ont tendance à se replier un peu sur eux-mêmes de peur de passer toujours pour des pollueurs, des méchants entre guillemets. Arriver à faire en sorte que la ferme redevienne un endroit de vie, puisque c'est l'endroit quand même où on se nourrit. Si ça pouvait aussi avoir un petit impact sur le tissu agricole et agronomique local, ce serait d'autant plus riche, quoi. Finalement, quand je vous entends, vous parlez de boucler, de reboucler les gens ensemble, toujours de coopération. Donc c'est vraiment finalement faire un écosystème en fait. De la ferme en fait, de recréer finalement un écosystème coopératif au niveau du territoire. Et tu l'as dit en fait, c'est de recréer quelque chose qui sans doute existait dans le passé. Tout à fait, c'est ça. Et qu'on a soi-même perdu en fait. Qu'on a perdu, voilà, et finalement qu'il faut recréer pour maintenir l'attractivité finalement du territoire, le maintenir. Qui est lié au fait qu'on s'y sente bien en fait. Aujourd'hui, les grandes entreprises locales, quand elles recrutent un cadre, en général, il va habiter à Arras, à 30 km d'ici, parce qu'il n'imagine pas amener son conjoint à Saint-Paul. Mais c'est vrai, je pense, dans plein de campagnes françaises, en fait. Les médecins, aujourd'hui, nous, on a quelques jeunes médecins qui sont arrivés, mais il y a quelques années, on se disait qu'on n'aurait plus de médecins, tous les médecins étaient relativement âgés. Alors là, il y a quelques jeunes qui sont arrivés, mais finalement, on vit très bien en fait à la campagne. Et puis je pense que la crise sanitaire, elle a rebattu les cartes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail. On a la chance à Saint-Paul d'avoir une gare. On est en 1 heure, on est à Lille. Tu prends ta bagnole, tu vas mettre 2 heures. Ouais. On va à Paris, on est à 30 minutes d'Arras, 50 minutes de TGV. On est près de tout. On a plusieurs aéroports. On a Beauvais, Charles de Gaulle, Charleroi, Bruxelles. Donc nous, on a vraiment l'impression qu'on... On a l'impression de ne pas être loin. On est près de tout. Mais quand on est urbain, on a l'impression que... Quand on est lillois, on a l'impression que Saint-Paul, c'est le bout du monde, quoi. Donc, mais ceci dit, c'est ambivalent, parce que le fait d'être un petit peu loin, il faut être suffisamment loin pour que on fasse territoire en fait, qu'on ne soit pas une banlieue dortoir d'une grande ville. Et puis forcément on a la contrainte d'être un petit peu loin. Alors on peut le voir comme Karine, on est près de tout. D'autres diront qu'on est loin de tout. En fait, le truc c'est que finalement je pense que les aspirations sont les mêmes chez tous en fait. C'est d'avoir du lien social, d'avoir des services accessibles et puis finalement de vivre bien en fait, de remplir toutes les fonctionnalités de la vie que tu évoquais tout à l'heure. Et finalement, on est bien à la campagne. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait bien, on est heureux. Bien faire partager. En fait. Ouais, on est heureux. Après, on est heureux. On est d'autant plus heureux qu'on crée des trucs un peu dingues. Et je me dis qu'on sera encore plus heureux demain quand tout ça se sera en place. Mais on a quand même, on vient de parler des facilités avec lesquelles on va en ville. On a un cinéma d'art et d'essai qu'on adore. C'est une chance. On a la mer pas loin. Donc on peut à la fois être près de la ville et à la fois près de la mer et vivre en pleine nature. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est un luxe. C'est un luxe, on vit, regarde Alexandre, tu es venu en vélo. Nous on a ici 4 salariés qui viennent en vélo, voilà, qui habitent ici. Nous-mêmes aussi, enfin, on a une qualité de vie qu'on trouve exceptionnelle, quoi. On va passer peut-être à nouveau à cette notion de coopération, si on peut se dire finalement quels sont les déterminants pour que ça marche. Bon, il y a déjà des dimensions très personnelles en fait. Nous, Karine et moi, on se connaît depuis longtemps, on a une relation amicale, on a de la confiance. Enfin, bon, c'est sûrement pas étranger. Sur les valeurs aussi, cette chose qui en est, on partage. Moi, les valeurs, j'en suis convaincue. Tu vois, Alexandre, je me posais la question. On est tellement dans les mêmes valeurs que
je me disais, si Alexandre il me demandait de faire un truc et si j'avais pas le temps de me pencher sur le sujet pour évaluer et me dire est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, si Alexandre il me dit fais-le, je vais même pas réfléchir, je vais le faire. C'est vrai ce que tu dis là, et c'est vrai que sur par exemple le projet des Polofolies, en fait, on n'avait pas tous beaucoup de temps à mobiliser. Moi, j'en ai pas mobilisé beaucoup. Le fait de savoir que Karine était sur ce coup-là avec Eric, on s'est vite rendu compte d'ailleurs à l'Agora que c'était limitant si on voulait tous être sur tout. Parce que le bénévolat, au bout d'un moment, ça trouve sa limite. Et donc là, peut-être on a dépassé ce cap-là où on commence à se dire, bon ben, on a déjà suffisamment de vécu avec l'un ou avec l'autre pour savoir que s'il y va, on peut faire confiance et que donc on n'est pas obligé d'avoir un droit de regard permanent sur tout. Donc ça, c'est la confiance en fait. Ouais, la confiance. La confiance, forcément, ça se décrète pas, ça se travaille, ça s'éprouve. Ça se vit, ouais. Voilà, ça se vit. Donc de ce point de vue-là, le projet des Polo, il a été vraiment une étape importante parce que on a vu qu'étant d'horizons extrêmement différents, y compris sur des enjeux politiques, etc., la dizaine qui a travaillé sur ce sujet-là, c'était d'une rare hétérogénéité en fait. Et on s'est aperçu que on a éprouvé en fait la confiance, la coopération, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un sujet de blocage, on a toujours réussi à dépasser le blocage par le haut en fait. On s'est jamais rangé à l'avis de l'un ou à l'avis de l'autre. À chaque fois qu'on a identifié qu'on était au pied du mur, on a toujours trouvé une solution qui dépassait les avis des uns et des autres. Et donc forcément, il y a un travail, il y a une mise à l'épreuve. Donc les relations humaines quand même qui sont très importantes parce que c'est vrai que le travail avec la mairie est facilité par le fait qu'il y ait une relation personnelle avec le maire. Ce qui pose d'autres sujets d'ailleurs, ce qui pose d'autres enjeux. On revient peut-être à l'Agora aussi, finalement la place de l'Agora qui a réussi à faire le lien entre la collectivité et les habitants, peut-être. Enfin, en tout cas, cette place un peu dépolitisée de l'Agora qui aussi permet une facilitation. Alors c'est un modèle sur lequel on s'interroge tout le temps. En fait, il y a quelques mois, on avait quand même beaucoup d'interrogations sur ce modèle de l'Agora parce qu'au début, il n'y avait pas de structure. Pour les Polo, il a fallu se doter d'une structure juridique parce qu'il y avait des enjeux financiers. Et cette structure juridique, pour le coup, c'est... Donc là, c'est une association. 1901, enfin tout simple, mais il a fallu se constituer, ce qui n'était pas la volonté initiale en fait. Mais comme on collectait des fonds, il fallait exister. Voilà. Et par contre, l'enjeu derrière, on s'est posé beaucoup de questions sur la communication en fait, parce que finalement l'Agora pourrait aussi communiquer plus. On s'est posé ces questions-là, puis en fait, faute de temps, on n'a pas trop de moyens d'animer la page Facebook, etc. Et on se dit aujourd'hui qu'il faut faire attention à ce que l'Agora n'existe pas pour elle-même. Voilà. C'est tout et le que risque. Du coup, ça fasse de l'ombre à l'un ou à l'autre qui se sent un peu dépossédé parce que c'est mission d'intervenir dans le champ social, dans le champ économique, etc. Il y a des acteurs dont c'est la fonction officielle. Et donc, il faut vraiment que ça reste la place publique, en fait. Ça reste un creuset et qu'elle n'existe pas pour elle-même, quoi. Et finalement, on se disait à un moment donné que le fait qu'elle ne communique pas, peut-être c'était préjudiciable pour favoriser le développement de l'écosystème. Et puis finalement, le fait que les gens soient un petit peu obligés d'aller chercher ce que c'est, qu'ils se disent, bah tiens, on l'a vu apparaître ici, on le voit apparaître là, etc. Ça entretient une espèce de questionnement qui finalement est peut-être aussi intéressant qu'une communication un peu traditionnelle pour dire l'Agora a fait ci, l'Agora a fait ça. D'abord, ça ne nous ressemble pas. En fait, les acteurs n'ont pas du tout envie d'apparaître comme ça au grand jour. Et puis, sans doute, ce serait préjudiciable. Donc, il faut que petit à petit, les habitants, les entreprises, les gens du secteur public se disent, bah tiens, voilà, il y a un endroit où on dépasse tous les clivages, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un lieu, je pense. Et mais c'est un questionnement permanent en fait. Est-ce qu'il y a un autre déterminant à la réussite de cette coopération ? Moi, je me suis beaucoup posé la question depuis l'université d'été et j'ai envie de dire que fondamentalement, c'est vraiment une question de générosité, tu vois, de posture, de d'abord voir l'intérêt général,
pas avoir l'intérêt financier, surtout pas individuel, alors là c'est mort, mais vraiment de gens qui sont dans la générosité, qui veulent sincèrement faire bien et que pour les autres, donc dans le travail, dans la vie, à chaque instant, une question de générosité. Je pense que ça c'est ce qui nous rassemble en fait. C'est important. Les gens ont tous un profil très différent, mais il est clair qu'il y a un dénominateur commun. Il y a, toutes les personnes sont chacune dans leur domaine un peu plus engagées que la moyenne, dans leur univers professionnel, dans leurs engagements personnels, etc. Et donc, finalement, quelque part, on se reconnaît aussi. Il y a, même sur des nouveaux entrants, en fait, il y a des gens dans l'Agora, en fait, il y a des gens qui sont là depuis le début, puis il en arrive tout le temps. Alors, il y en a qui vont, qui repartent. Enfin, il n'y a aucune contrainte, en fait, il n'y a aucune exigence d'engagement. En fait. C'est vraiment chacun vient avec ce qu'il a apporté, avec ce qu'il a à venir chercher, etc. Et on s'aperçoit que finalement tous ces gens qui sont d'horizons très différents, ils ont quand même quelques moteurs communs. Finalement l'envie quand même que les choses ne restent pas ce qu'elles sont, l'envie que les générations qui vont nous suivre trouvent une situation un peu moins dégradée que celle que potentiellement on peut leur laisser. Et puis finalement on se rend compte aussi dans l'écho que ça a dans la population que finalement il y a plein de citoyens qui, chacun à leur niveau, ont un petit quelque chose à apporter, sachant que aussi le discours ambiant qui est extrêmement anxiogène, moi je trouve que c'est bien de nous dire qu'il faut arrêter de fonctionner comme ça, que la planète est foutue, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même proposer quelque chose, il faut donner un petit peu d'espoir. Et là, je pense que les gens qui sont dans cette logique font partie de ceux qui sont conscients des enjeux, mais qui ont envie qu'il se passe quelque chose, quoi. On ne peut pas se contenter de dire que ça va mal. À un moment donné, il faut se relever les manches, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement, Et ça, on voit que ça dépasse tous les clivages. Et on voit dans le succès des 2 opérations Polo Feliz que ça fait vraiment écho chez les gens, parce que ils se sont appropriés ces 2 opérations-là. On n'a fait aucun battage médiatique, on a fait, pour ainsi dire, 0 communication. C'est juste que ça répond à quelque chose, quoi. Je pense qu'on a tous, finalement, tous les humains, ils ont quand même envie de vivre mieux, ils ont envie que leurs enfants aient une situation plus confortable que la leur. Après, ils sont chacun dans leurs contraintes professionnelles, financières, personnelles, familiales. Et je pense qu'il faut respecter ça. Et du coup, l'enjeu, c'est ça, c'est d'être vraiment dans une démarche ouverte. Chacun vient avec ce qu'il a à donner et sans contrainte, en fait. Après, tu vois, j'ai envie de compléter en disant que moi, je sens vraiment une accélération là. Pourquoi ? Sans doute fort de ces 2 succès. Nous-mêmes plus forts, sans doute. Mais globalement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement d'échelle et que c'est une mayonnaise qui est partie à prendre. Là. Tu vois, quand d'un coup, ta mayonnaise, elle... et j'ai l'impression qu'on est là où, en fait, ça va de plus en plus vite et ça va de plus en plus loin. Et que sans doute, du coup, on attire plus de monde. Après, c'est une histoire qui s'invente au jour le jour, en fait. Qu'est-ce que vous conseilleriez à d'autres territoires, finalement, d'autres collectivités ? Je pense qu'il faut libérer déjà les énergies. Tu vois, ça, faut vraiment... Il y a des gens qui sont bourrés d'énergie sur les territoires. Ceux-là, il faut les repérer. Et une fois qu'on les a repérés... les mettre ensemble, en fait. Voilà, et leur donner les moyens de faire. Tu vois, leur donner les moyens de faire. Parce que quand on disait, moi, depuis que je suis élue, j'ai l'impression que j'ai plus les moyens de faire, et je pense que les collectivités, elles doivent vraiment repérer et donner les moyens de faire et faire confiance. C'est ça qui doit faire différence. Et après, je crois beaucoup au réseau. Donc, on est revenu là de l'université d'été de l'EFC. On s'est mis à réfléchir et à mettre en relation un tas de personnes, donc au-delà de notre territoire, tu vois. Donc
il y a des ponts qui se créent suite à ça, donc je pense que ces espaces-là, ils sont vraiment importants pour permettre de mettre les gens en lien, quoi. Et ça, du coup, localement, tu encourages le changement d'échelle à cause de ça, grâce à ça. Au maillage territorial, au maillage que tu crées, donc soit territorial, ouais. Mais quelquefois, voilà, l'université d'été, hop, elle me fait mettre en contact une personne que j'avais moi identifiée dans mon cadre et qui est sur Paris et que je mets en relation avec d'autres et d'autres ailleurs et en fin de compte, en Mayenne, enfin, tu t'aperçois que finalement le monde est petit. Hein. Oui, en fait, quelque part, l'Agora, ça catalyse des choses qui existent en fait. Et je suis persuadé que dans la France entière, dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont à la veille de se mettre en route, en fait. Il faut juste qu'il y ait un petit déclic. De ce point de vue-là, c'est vrai que on a commencé à échanger avec d'autres territoires, en fait, des gens qui nous ont sollicités. Nous, tout ce qu'on a fait, on a toujours dit que c'est en open source, en fait. Hein, si on peut le donner à d'autres, ce sera avec grand plaisir. Et peut-être, le message, ce serait ça, c'est de dire qu'il faut juste, il faut se lever, en fait. À un moment donné, il faut quand même se retrousser les manches. C'est vrai que quand on revient au point de départ, je me dis aujourd'hui que c'était quand même une démarche très, très personnelle, en fait, et qui paraissent presque un peu insensées, en fait. Et par contre, quand on voit que ça marche un petit peu, forcément, ça donne confiance. Et du coup, ce qu'on fait à notre petit niveau, ça doit pouvoir aussi donner l'envie de démarrer à d'autres, et puis leur donner confiance sur le fait que ça peut marcher, en fait. Et ça démarre à sa porte, en fait. Tu vois, ça c'est. Voilà. Et après, c'est à la fois du travail, donc c'est quand même difficile, mais en même temps, ça donne beaucoup de bonheur, en fait. C'est vrai que moi j'ai eu des moments d'émotion là quand on était dans le jardin public, là, voir tous ces gens, jardin public couvert de gens de toute génération, qui avaient la banane, en fait. Waouh, de temps en temps, je me suis arrêté pour regarder. C'est quand même épatant, quoi. Ça fait plaisir. Et quand on voit ce qu'on y a mis, alors c'est toujours pareil, hein, il y a beaucoup de choses en amont, mais sur l'événement lui-même, alors si, il y a des gens qui ont mis plus, mais je trouve que le retour sur investissement, en fait, il est quand même assez impressionnant. Comme sur les Polo, si on quantifie juste en finance, il est quand même assez impressionnant, en fait, finalement, par rapport aux moyens qui ont été engagés au départ. Donc, c'est très intense, mais c'est pas du tout insurmontable, en fait. Quels seraient finalement les grands messages clés que vous pourriez partager? Moi, je suis quelqu'un de terrain, tu vois. Donc, j'ai souvent ces discussions-là avec Xavier, mon mari, qui est plutôt, tu vois, il raisonne plutôt au niveau planétaire. Et donc, on a souvent des débats où je lui dis, mais arrête de raisonner au niveau planétaire. Tu vas pas agir au niveau planétaire, mais par contre, tu peux agir au niveau local. Donc, tu vois, moi, de dire, moi, je suis une optimiste, je remonte mes manches, je fais au niveau local, et que si chacun se met à faire au niveau local sa petite action, et on va réussir à changer le monde. Voilà. Il y a un moment, c'est bien les grandes théories, les grands machins et tout, mais il faut du concret là, tout de suite, quand on sort d'ici, dans tout ce qu'on fait, dans nos façons de consommer, dans nos façons de construire, dans nos façons. Et le sens, on a besoin de sens dans chacun de nos actes. Hein. Et si déjà on redonne du sens dans chacun de nos actes, punaise, l'impact il peut être énorme. Et que collectivement, quand même, on a quand même, nous les humains, on est quand même fait pour fonctionner ensemble, ça nous fait du bien, et que ça permet de faire des choses quand même, des grandes choses en fait. Donc la messe c'est pas dite, quoi. Et quand tu dis grande, c'est des choses dingues en fin de compte, quand tu regardes ce qu'on a su faire, donc ça montre bien que c'est possible. C'est possible grâce à la coopération, parce qu'il faut quand même beaucoup de coopération dans tout ce qu'on a fait. Et puis finalement avec des tas de gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert, et donc individuellement aussi c'est une forme d'épanouissement en fait, c'est un enrichissement. Donc
Ouais, donc ce serait un message d'optimisme en fait. Karine, Alexandre, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Ben, c'est un plaisir et puis quelque part ça nous permet aussi de mieux comprendre en fait ce qu'on fait. Le fait d'en parler, ça nous aide à y voir un peu plus clair, à conscientiser les choses. Merci pour Merci à toi. Merci Angélique. Et puis j'espère vous revoir dans les prochains mois pour suivre votre évolution, revenir à Saint-Paul et voir ce qui a avancé. Avec plaisir. Avec plaisir.